Factory Studio. En 2011, dès la fin des mandats du président de la République et de l'Assemblée nationale élue en 2006, fut organisé un deuxième cycle électoral, avec de nouvelles réticences exprimées, là encore une fois, avec force, par certains partenaires de la communauté internationale qui, à l'époque, jugeaient que certains compatriotes dans l'opposition n'étaient pas prêts à y participer. Citation du président. « J'ai rejeté leurs arguments et exigé la tenue des élections qui, bien qu'ayant connu une participation plus large de la classe politique, nous sommes en 2011, se soldèrent par des conséquences regrettables à cause, entre autres, de la non-réalisation des promesses faites par bon nombre de nos partenaires de la communauté internationale en termes d'appui. » Fin de citation. Et d'expliquer que c'est dans le but d'éviter au pays et au peuple congolais la réédition des désordres et des violences subséquentes à ce scrutin qu'il lui est venu à l'idée de convoquer, voici plus d'un an, le dialogue politique national, avec un seul point à l'ordre du jour, les élections. Cette initiative sera entravée, une fois de plus, par la multiplication des réticences de la part des mêmes sources. Pourtant, des négociations en prévision de cet exercice avaient été menées pendant plus de 8 mois avec le parti d'opposition radicale UDPS, avec lequel un accord quasi identique à l'accord politique conclu le 18 octobre à la Cité de l'Union africaine avec une autre frange de l'opposition avait été signé à Paris. Le président de la République est remonté alors à 2003, lorsque, après l'accord de Sun City, qui avait mis fin à l'état de belligérance dans le pays, cette opposition radicale refusa de participer à un gouvernement d'union où un poste de vice-président de la République lui avait pourtant été proposé. Il a fait observer la reproduction aujourd'hui de ces attitudes de blocage systématique de la part de ceux qui exigent maintenant un nouveau dialogue, après l'accord conclu à la Cité de l'Union africaine. Il a présenté cette exigence comme un véritable faux fuyant, car malgré tout, et prenant appui sur le caractère ouvert de l'accord politique qu'il considère comme une conclusion suffisante, en plus d'être une base valable sur laquelle seront construites toutes les solutions aux problèmes électoraux qui se posent aujourd'hui, le chef de l'État a martelé qu'il n'appartient pas au Conseil de sécurité des Nations Unies de porter les desiderata d'un quelconque groupe de Congolais qui ont toute l'attitude de rejoindre l'accord politique en y apportant au besoin leur contribution. Au sujet de la double interrogation sur les dates des élections et d'un éventuel troisième mandat pour lui, le chef de l'État s'est dit surpris de constater d'une part que la question des dates lui soit adressée, alors que c'est une prérogative constitutionnelle de la Commission électorale nationale indépendante, que la délégation du Conseil de sécurité aurait été mieux inspirée de rencontrer pour avoir un avis d'experts compétent. Le président de la République ayant été exclu du processus électoral dans l'ordre juridique actuellement en vigueur en République démocratique du Congo. Il a signalé que la Commission électorale nationale indépendante a, à sa connaissance, travaillé à ce sujet avec des experts commis par les Nations Unies, par l'Organisation internationale de la francophonie et par un certain nombre d'organisations non gouvernementales américaines notamment, spécialisées en la matière,
avant que la Commission, ne vienne proposer des dates aux parties prenantes au dialogue politique national inclusif. Je cite le président, « Il est curieux que c'est au seul président de la République démocratique du Congo, pays où nul n'a jamais envisagé de modifier la Constitution, contrairement à plusieurs autres pays en Afrique, que l'on pose des questions tendancieuses sur l'éventualité d'un troisième mandat, alors que la Constitution, dont je n'ai jamais cessé de dire qu'elle sera toujours respectée, exclut la possibilité d'un troisième mandat consécutif. Ce qui, soit dit en passant, le chef de l'État ajoute, n'enlève en rien le droit au peuple congolais, comme tous les autres peuples souverains, de modifier sa constitution dans 3, 4 ou 5 ans, si telle est sa volonté. » Fin de citation. C'est probablement cette interpellation de bon sens, la plus élémentaire, qui a poussé un des ambassadeurs, je pense le britannique, à broder sur les réseaux sociaux sur une prétendue annonce par le chef de l'État d'une révision de la Constitution. Mais pour en revenir à la problématique des dates, le président de la République a déclaré ensuite qu'au regard de ce qui s'est passé en 2006 et en 2011, la question des dates relevait pour lui de détails superficiels. La question essentielle étant la possibilité d'organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées. À une interrogation portant sur sa vision de la participation de la MONUSCO au processus électoral, il a fait savoir que l'appui de la MONUSCO à la Commission électorale nationale indépendante était la bienvenue. Citation. « À condition que la République démocratique du Congo ne soit pas à nouveau victime de promesses sans lendemain, comme en 2011, où certains partenaires se sont défilés 2 semaines seulement avant le jour J, au point que sans l'appui des gouvernements angolais et sud-africains, les élections n'auraient jamais pu se tenir en 2011. » Fin de citation. À celui de ses interlocuteurs qui avait soulevé la question des prisonniers dits politiques, le chef de l'État s'est limité à demander de lui présenter une liste des 10 prisonniers politiques, afin que soit procédé à un examen utile des décisions éventuelles, sur base des faits et non sur base d'allégations. Car il n'est pas suffisant, a-t-il estimé, de se contenter d'évoquer des prisonniers politiques, sans les citer. De même, il a estimé incorrecte l'attitude de ceux qui campent dans la politisation du concept des droits de l'homme. En effet, s'agissant de la demande de levée de l'interdiction des manifestations publiques, par exemple, le droit international, citant l'article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le droit international reconnaît bien à chaque État le pouvoir de prendre des mesures de restriction justifiées par des raisons notamment de sécurité nationale et d'ordre public. Le président a ajouté cependant, je vais le citer, « Des violations sont possibles, mais il est de loin plus utile de porter à ma connaissance des cas avérés, précis, pour me permettre de les examiner, car je suis bien disposé à le faire. » Fin de citation. Concernant la coupure du signal de Radio Okapi, coupure qui a cessé depuis, et de RFI qui continue, le président de la République s'est livré à un véritable travail pédagogique à l'intention de ses hôtes, tout en exprimant sa volonté de maintenir les meilleurs rapports avec la MONUSCO, s'agissant de Radio Okapi. Il a précisé que la République démocratique du Congo, qui n'est pas moins souveraine que tous les 15 pays représentés au Conseil de sécurité qu'il recevait, avait en son temps
signé avec la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, avec les Nations Unies plutôt, un accord de siège, SOFA, fixant le rôle, les missions et les limites de son action et de ceux de ses démembrements, dont Radio Okapi. Dès lors que Radio Okapi s'écarte de manière systématique de sa mission, d'une radio, de la mission onusienne, rendant compte des activités de celle-ci, pour devenir une radio partisane, le gouvernement s'est trouvé en face d'un cas de non-respect d'un accord international conclu. Il ne s'agit donc pas d'une violation de la liberté d'expression, comme certains ont tendance à le faire croire. On ne peut pas faire grief aux autorités congolaises, qu'elles soient nationales ou provinciales, de vouloir prendre le temps d'en parler de manière responsable avec les dirigeants de cette station française qui sont attendus à Kinshasa dès cette semaine. Je cite le président, « La vigilance en cette matière est de mise. Surtout que la région des Grands Lacs, notre région, a déjà connu les affres et les ravages des médias se laissant aller à attiser de manière systématique la haine entre communautés d'un pays ou contre certaines catégories de la population. » Fin de citation. Enfin, tout en remerciant ces hôtes pour leur reconnaissance, des efforts consentis pour la réunification du pays, pour la lutte contre les violences sexuelles, le président de la République a dit son étonnement de ce qu'il soit aujourd'hui fait grief à la République démocratique du Congo des conséquences consécutives à un devoir de solidarité internationale qui l'a contraint à ouvrir ses frontières à un voisin, à un pays, à des populations d'un pays voisin en détresse, en minant l'affirmative. Il a redit enfin toute l'importance que revêt l'accord politique issu du dialogue national et inclusif de la Cité de l'Union africaine, qui n'est pas une étape, mais un point de départ, une pierre angulaire, et dont il a promis le début de la mise en œuvre à partir de lundi 14 octobre 2016. Et vous êtes les témoins de ce début de mise en œuvre avec la démission du gouvernement de cohésion nationale. Deuxième point de cette communication, c'est l'arrêté ministériel du 12 novembre 2016 sur les opérateurs étrangers de l'audiovisuel en République démocratique du Congo. Le ministère de la Communication et Médias a pris, en date du samedi 12 novembre 2016, un arrêté portant réglementation de l'exploitation de la radiodiffusion sonore et de la télévision par des personnes physiques et morales de nationalité étrangère en République démocratique du Congo. Cet arrêté, mesdames, messieurs de la presse, a été pris conformément à l'article 61 de la loi numéro 96-002 du 22 juin 1996, fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse, que je vous demanderai de consulter. Cet article vise à la fois la protection des intérêts nationaux en général et des intérêts des opérateurs congolais du secteur des médias en particulier, et ce, à l'instar de ce qui se passe à travers le monde entier où aucune législation en la matière ne fait la part belle à des opérateurs étrangers au détriment des opérateurs nationaux. Désormais donc, l'autorisation pour les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère d'opérer de manière continue dans le secteur de la radiodiffusion sonore et de la télévision en République démocratique du Congo est assujettie à une obligation de réciprocité et moyennant une participation majoritaire des Congolais dans le capital de l'entreprise voulant opérer dans ce secteur, l'entreprise étrangère voulant opérer dans ce secteur. Étant entendu que pour les Congolais,
l'opération dans ce secteur est tout à fait libre, comme d'habitude. Un ambassadeur de la délégation du Conseil de sécurité, sans doute peu au fait, en omettant non sans une certaine malice de prévision en République démocratique du Congo. Et à notre tour d'exprimer notre pression de solliciter une autorisation préalable d'on ne sait qui au Conseil de sécurité, ou plus exactement à cette époque où les étrangers avaient d'ailleurs plus de droits que les nationaux dans leur propre les dispositions légales nationales ou internationales. Ils visent simplement... Bonjour, Sonia Rollet de RFI. Juste pour bien comprendre là sur la... Parlement, puisque l'arrêté du ministère est fondé sur un texte de la loi, tel qu'elle régit le secteur aujourd'hui. Donc la ratio légis peut vous être donnée par le législateur de l'époque, mais je pense, avec l'expérience que j'ai pu avoir pendant les quelques années que j'ai pu faire à la tête du ministère, que c'est probablement une des raisons à la base du malentendu que nous avons eu avec nombre de nos partenaires, personnes physiques ou morales de droit étranger opérant dans le secteur, que nous n'avions pas bien intégré la préoccupation du législateur de 1996 dans les accords que nous avons signés, même si, et j'en arrive à la deuxième partie de votre question, dans ces accords que nous avons trouvés et que nous nous efforçons d'appliquer, nous avons trouvé des dispositions concernant la réciprocité. La réciprocité est mise en exergue. C'est toujours sous réserve de réciprocité. Vous émettez chez nous comme étrangers, nous voulons émettre chez vous comme étrangers dans les mêmes conditions. C'est cela la réciprocité. Donc nous sommes prêts, effectivement, pour répondre à votre préoccupation, à émettre dans les pays dont les établissements de radiodiffusion sonore et de télévision émettent chez nous. J'espère ainsi avoir rencontré votre préoccupation. Vous avez signé certains parmi les services publics, évidemment à l'étranger. Cet arrêté, les Congolais prennent des participations majoritaires dans des médias qui sont des services publics, étrangers certes. Est-ce que cela... Des médias de services publics sont des étrangers, sont des médias de services publics de leur pays. Ce ne sont pas des médias de services publics de la République démocratique du Congo. Et en tout état de cause, nous avons ouvert une possibilité à des cas limites comme ceux que vous invoquez dans un article 3, je crois, de cet arrêté, pour dire que, de manière non continue, des médias peuvent émettre à la condition de pouvoir trouver des partenaires médias de nationalité congolaise. C'est ce que la Voix de l'Amérique a fait avec Top Congo, par exemple. La Voix de l'Amérique a un contrat avec Top Congo. Nous savons que par notre propre fait, nous ne pouvons pas reprocher à ces médias d'avoir bénéficié de la distraction de notre propre gouvernement. Nous avons pu accorder des facilités qui sont au-delà de ce que la loi prévoit. C'est pourquoi nous avons ouvert la possibilité de leur donner, je pense, 45 jours pour pouvoir trouver ces partenaires qui peuvent les aider à se conformer à cette disposition qui est fondamentale, qui est une disposition de service public pour la République démocratique du Congo. Puisque ce qui est de service public en Grande-Bretagne n'est pas nécessairement de service public en République démocratique du Congo. Nous sommes un pays tout autant indépendant que la Grande-Bretagne. Nous avons la même souveraineté, nous n'avons aucun complexe. Donc si la Grande-Bretagne a le droit de définir ce qu'est un service public, la République démocratique du Congo aussi a le droit de définir ce qu'est un service public. Et nous avons ouvert cette possibilité parce que nous ne pouvons pas réprimer des gens qui ne sont pas venus malicieusement, mais qui se sont inscrits dans un contexte de négligence peut-être de notre part ou d'insuffisance d'application des dispositions légales qui existaient. Et donc j'engage ces médias qui avaient pu bénéficier de ces facilités à profiter de ces délais qui leur est laissé pour négocier
comme la Voix de l'Amérique l'a fait avec Top Congo, avec leurs partenaires congolais, afin qu'ils soient portés par ces partenaires-là et qu'ils puissent continuer à diffuser leurs programmes. Mais le faire directement, ça c'est violer les dispositions de la loi congolaise. Élisée Odia, Congo, est-ce que cette hypothèse a été abordée lors de ces échanges ou quelle est votre réaction par rapport à... Je ne sais pas si nous avons évoqué dans le rendu que je vous ai fait de cet entretien du président de la République avec les ambassadeurs, les positions de manière particulière. Le président a dit que l'accord politique tel qu'il a été conclu à la Cité de l'Union africaine est pratiquement le même que celui auquel ces émissaires étaient parvenus avec une délégation du principal parti du rassemblement dont vous parlez à Paris. Je pense que le Premier ministre, l'ex-premier ministre togolais, M. Edem Kodjo, en a parlé. Ce sont pratiquement des points de vue qui se jumellent. C'est pratiquement la même chose. Alors, lorsque vous invoquez le régime spécial, nous sortons de la Constitution. Alors que l'accord de la Cité de l'Union africaine nous met dans le droit fil du respect strict de la Constitution. Il n'y a rien dans cet accord qui viole la Constitution de la République démocratique du Congo. On se rend donc bien compte aujourd'hui de la véracité des accusations de ceux qui voulaient porter sur le président de la République la volonté de vouloir violer la Constitution. Toutefois, nous savons que ceux dont vous parlez sont une part importante. Le président a dit qu'il sait que ceux dont vous parlez sont une part importante du tissu sociopolitique congolais, et il a dit que l'accord de la Cité de l'Union africaine, qui est en tout point semblable avec l'accord qui a été conclu avec le principal parti politique de ce rassemblement, reste ouvert à l'adhésion des membres dans sa mise en œuvre, quitte à ce qu'ils apportent leur contribution. Et donc, au-delà de ça, on ne peut pas faire des projections. L'accord est la pierre angulaire, il n'y aura pas de nouveau dialogue, il y a un accord, nous avons commencé à le mettre en œuvre, il y a beaucoup de mauvaise foi dans cette recherche d'un nouveau dialogue de la part de ceux avec qui on a dialogué pendant 8 mois, jusqu'à arriver à conclure quelque chose qu'ils ont renié. En prenant encore 2 semaines ou 3 semaines, ils ne vont pas renier ce qu'on va discuter avec eux. Donc il arrive un moment où il faut faire ce que le président a fait en 2006. Le président a eu ce mot vis-à-vis des ambassadeurs. Si en 2006, j'avais attendu ces compatriotes qui refusaient, ils n'ont jamais eu des élections. Si après Sun City, j'avais écouté ces amis qui refusaient l'idée, même de proposer que nous mettions à la disposition du peuple congolais une constitution pour le référendum, ils ont boycotté le référendum. Nous n'aurions même pas de constitution. Cette constitution qu'ils prétendent défendre aujourd'hui. Ils ont appelé les Congolais à ne pas la voter. Donc le président a dit, je fais preuve de responsabilité. C'est une question de responsabilité. C'est moi le garant du fonctionnement des institutions dans ce pays. Je m'assume, mais je ne ferme pas la porte à mes frères. Mais me demander de retarder quoi que ce soit, j'ai assez retardé. Je vais commencer la mise en œuvre lundi. C'est ainsi qu'il passera même son numéro de téléphone personnel au chef de la délégation du Conseil de sécurité pour le donner au leader du rassemblement. Je ne sais pas si le leader du rassemblement a pu appeler le président. Vous lui poserez la question, mais se montrer la bonne volonté du président. S'offrait, Monsieur le ministre, que nous puissions enregistrer la dernière préoccupation. Merci, je suis Dadi de TV5 Monde. Permettez également que je revienne sur la question en ce qui concerne votre arrêté sur les médias internationaux.
vous avez pris cet arrêté. J'aimerais un peu que vous puissiez nous éclairer si votre arrêté n'énerve en rien les nouvelles dispositions internationales. Je voudrais, cher ami, vous répondre comme le président a répondu concernant la problématique des prisonniers politiques. Il ne suffit pas de dire que l'arrêté énerve les dispositions du droit international. Dites-moi quelles dispositions du droit international sont énervées et je vous réponds. Dites-le moi. Moi, j'ai tout un service juridique et je bénéficie du concours. J'ai bénéficié, parce que je suis membre d'un gouvernement sortant, j'ai bénéficié du concours de la fine fleur des praticiens du droit congolais. Ils enseignent le droit dans plusieurs universités. Je n'ai pas vu quelle disposition du droit international est énervée. Sinon, les États-Unis violent le droit international, puisqu'aux États-Unis, vous n'allez pas émettre à partir d'une radio étrangère sur le territoire américain sans passer par un filtre d'une société audiovisuelle américaine. Donc les Américains violent aussi le droit international. En Belgique, vous n'allez pas émettre, comme ça je sais qu'il y a eu même des problèmes entre certains médias français et le gouvernement belge autour des fréquences qu'ils cherchaient, il fallait passer par des médias belges. Donc la Belgique aussi énerve le droit international. Non. Si vous en connaissez, faites-moi bénéficier de quelque chose qui a échappé à mes juristes. Mais ne donnez pas comme ça de manière générique, violer les dispositions du droit international. Quelles dispositions? Il n'y a aucune disposition, monsieur, qui interdit à un pays d'appliquer sa législation. C'est notre législation. Et de toute façon, il existe des recours. Au cas où une disposition légale énerve le droit international, au cas où une disposition réglementaire énerve une disposition légale, il y a toujours des recours. Mais nous avons examiné tout ça soigneusement. Et je vous assure que nous sommes inattaquables au sujet de cet arrêté. Il faut plutôt encourager vos partenaires, vos amis, à vous prendre au sérieux, vous les médias congolais. C'est pour vous que nous subissons tous ces coups. C'est pour vous donner de l'importance. C'est pour qu'ils puissent vous prendre au sérieux, qu'ils puissent aussi vous équiper, qu'ils ne viennent pas ici travailler comme en terrain conquis sans tenir compte de votre existence. Il y va aussi de la sauvegarde de la main-d'œuvre dans le secteur qui est le vôtre. Moi, je m'attends à recevoir le soutien des médias congolais qui se voient ainsi valorisés face à leurs collègues étrangers qui viennent ici faire des choses comme si c'était un désert ici. Donc j'appelle à la coopération de ces médias avec les vôtres. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que nous avons ainsi fait le tour d'appréciation pour la sympathie qui a caractérisé tous nos échanges pendant ces quelques années que nous avons passées ensemble. Et maintenant, nous nous verrons en ma qualité d'acteur politique, parce que je continuerai mon action et ma carrière politique ne s'arrête pas avec la fin de mes fonctions au gouvernement. Merci encore. Amis téléspectateurs, donc vous venez de suivre Lambert Mende Oumalanga, porte-parole. Factory Studio.